Bonjour, donc je suis Jean-Pierre Laron, je suis le gérant, le patron des laboratoires LABEMA. Je pratique le modélisme depuis une cinquantaine d'années. J'ai toujours été passionné par les moteurs et pendant très longtemps, à titre privé, j'ai préparé mon carburant. On a décidé il y a une dizaine d'années de s'intéresser à la fabrication du carburant. On livrait nos additifs anti-corrosion à des fabricants français de carburant à l'époque. Et on a décidé il y a une dizaine d'années de lancer une production de carburant. Donc le carburant, donc on a du méthanol, du nitrométhane, de l'huile et des additifs. Le méthanol, c'est un alcool qui à l'origine est un alcool de bois. Donc quand on distille le bois, il y a une fraction qui est proche du méthane qui se transforme en méthanol, donc c'est CH3OH. C'est une molécule qui est dangereuse pour la santé, qui est toxique, qui abîme les reins, qui abîme le système nerveux. Donc il faut être extrêmement prudent quand vous utilisez vos carburants. Il faut être dans une pièce aérée, ne pas en respirer, surtout ne pas en avaler. Actuellement, le nitrométhane le méthanol n'est plus produit à partir du bois, il est produit à partir du pétrole. Un des plus grands producteurs étant l'Argentine. Ensuite, alors le nitrométhane, c'est un combustible, c'est-à-dire que c'est la partie qui va s'allier avec l'oxygène de l'air et qui va dégager de l'énergie. Pour augmenter le rendement, le méthanol a une température de flamme d'environ 2000 degrés. On ajoute du nitrométhane. Alors, le nitrométhane a des intérêts et des inconvénients. L'intérêt, c'est que la molécule de nitrométhane, qui est très proche de celle du méthanol, est alliée avec un oxygène de plus, mais par contre elle a un azote. Et ça pose un problème. Le problème de l'azote, c'est que c'est une grosse molécule qui est lourde et qui prend de la place en étant inerte. L'intérêt, c'est que la température de flamme de nitrométhane est proche de 2500 degrés. Donc on a une explosion, une expansion des gaz qui est beaucoup plus importante. Et l'autre intérêt, c'est que cet oxygène de plus est apporté à l'intérieur directement du mélange, donc favorise l'explosion. Après on a des huiles. Alors traditionnellement on utilise des huiles de ricin. Pourquoi l'huile de ricin? L'huile de ricin, c'est une huile qui est très particulière. Toutes les huiles végétales, donc en fait ce sont des acides carboxyliques, c'est une chaîne carbonée longue avec un COH au bout. Pratiquement toutes les huiles, l'huile de palme, l'huile d'olive, l'huile de hêtre, l'huile d'abricot, ont le beurre de karité, le beurre de cacao que vous mangez dans du chocolat, ont à peu près la même structure chimique. On a de l'acide oléique, de l'acide palmitique, de l'acide stéarique. On a un certain nombre d'acides carboxyliques. Le ricin, c'est la seule huile végétale qui a cette chimie. Elle contient 99% d'acide ricinoléique. Et cet acide ricinoléique, c'est une chaîne très longue en C18, donc une chaîne carbonée très longue, très solide. Donc on a 3 C18 alliés à un triglycéride, et c'est un ensemble qui est très solide, très costaud. Et cet ensemble va apporter à l'huile de ricin des propriétés mécaniques étonnantes. Il y a une très grande résistance à la rupture, c'est une très grande résistance à la compression. Par contre, elle a un inconvénient, c'est qu'elle gomme, elle cicative, elle se gélifie et elle charbonne, elle peut apporter des résidus charbonnés à l'intérieur des moteurs. Donc toute la génération de nos carburants de la série M, pourquoi M? Parce qu'en fait c'était mélange 1, mélange 2, mélange 3, mélange 4. Le mélange 4 c'est le carburant loisir, après on arrive à M13 avec les carburants à 1/10, on monte à M19 avec les carburants à 5%, et on arrivait à M27 avec les carburants pour les voitures à 1/8 TT. Dans le M27 Evo, par exemple, c'est un carburant qui contient encore du ricin. Et toute la série des carburants M est à base d'huile de synthèse et d'huile de ricin. Dans des fractions différentes, mais on trouve toujours un mélange ricin-synthèse. Et puis, dans les développements que l'on a à l'intérieur de l'ABEMA, notamment dans la pétrochimie,
on a mis au point un système d'huile de synthèse où on arrive à avoir pratiquement toutes les propriétés de l'huile de ricin. Et là, c'est la génération des carburants Competizione. Donc dans les carburants Competizione, on certifie qu'il n'y a plus de ricin. Donc on n'a plus les problèmes de cicativation, on n'a plus les problèmes de noircissement, on n'a plus les problèmes de gommage. Le souci que l'on rencontre dans le passage d'un type de carburant à un autre, c'est au niveau des huiles de filtre à air. Il s'avère que les huiles de filtre à air que l'on a et qui sont commercialisées sont en général bien compatibles avec les mélanges avec l'huile de ricin. Il s'avère qu'avec le carburant Competizione, la chimie des huiles du Competizione n'est pas compatible avec l'huile de filtre à air rouge qu'on utilisait et c'est certaines huiles de filtre à air du commerce. Donc ça c'est un souci qu'on est en train de résoudre, donc on est en train de commercialiser une nouvelle huile de filtre à air qui est bleue, qui elle est compatible avec les huiles qui sont contenues dans le Competizione. Il existe également des huiles vertes qu'on utilise en motocross qui fonctionnent très très bien avec le carburant Competizione. L'avantage du Competizione, c'est qu'on a un carburant où les moteurs restent propres. On n'a plus les dépôts charbonneux du ricin, et c'est important notamment au niveau des résonateurs. Donc quand vous réglez votre moteur, quand le moteur est bien réglé, donc on a une adéquation entre le réglage du carburateur et l'accord du résonateur. Si on utilise des carburants avec beaucoup de ricin, au fil des heures, le résonateur s'encrasse avec des dépôts de ricin et on perd l'accord, on perd la quintessence du rendement. Avec les carburants de la génération Competizione, on n'a plus ce type de problème, puisqu'on n'a plus de ricin, donc on n'a plus ces dépôts charbonneux. La législation a imposé que l'on descende du 30% au 25%, donc ça fait un an qu'un certain nombre de pilotes testent le carburant. On n'a pas vu de différence notable des réglages quand on passe du 30 au 25%. Donc il n'y a pas de difficulté à utiliser le 25% dans les voitures que vous utilisiez en 30%. Les rendements sont un poil moins bons, mais en 4.2 c'est plutôt un avantage. Et en 4.4, le 30% est un peu plus violent. Mais j'aimerais bien vérifier de faire des tours de piste en 25 et en 30 avec un chronomètre. Je ne suis pas certain qu'il y ait des différences vraiment extrêmement importantes, tout au moins pour les pilotes, pour 99% des pilotes. Alors il y a toujours des top pilotes qui eux sont des génies du saut acrobatique et qui eux peuvent tirer la quintessence absolue d'un carburant à 30 voire plus, mais pour la majorité des pilotes, je ne pense pas que cela pose un énorme problème de passer de 30% à 25%. Après, ceux qui étaient à 50, 45, qui vont passer à 25, ça c'est leur problème. Ce n'est plus le nôtre. Voilà. Et j'ai une petite question, il y a une catégorie par exemple comme le classique, où le 16% est imposé. Qu'est-ce que tu en penses de cette limitation à 16%? Moi j'en pense que j'ai trouvé très sympathique que dans le 8e TT il n'y ait pas de législation. Maintenant, c'est vrai que dans ces dernières années, ça a quand même pas mal dérapé. Et qu'il y ait une certaine harmonisation dans les carburants et que tout le monde ait les mêmes chances, c'est pas plus mal. Le problème, c'est comment on va le contrôler. C'est assez compliqué parce que quand on prend une densité c'est une masse donnée avec un volume donné à une température donnée, mais ça c'est à température donnée. C'est-à-dire qu'une densité qui est juste à 20 degrés, elle est fausse à 15 degrés ou à 25 degrés. Donc la question, comment est-ce que l'on va mesurer cette densité? Ce matin, quand je venais sur l'autoroute, il y a des amis qui m'ont appelé justement pour m'en parler. Nous, au laboratoire, on a des aéromètres qui sont très sensibles, c'est-à-dire qu'un point de densité, ça va faire une variation de peu près 15 cm sur un aéromètre. Le problème du Nitromax, c'est un appareil qui est très sensible, presque trop. Et le problème, c'est qu'il varie à quelques degrés près, du c'est bon à c'est pas bon. C'est-à-dire qu'un carburant qui va être bon à 20 degrés, il va être mauvais à 17 degrés et il va être mauvais à 28 degrés. Donc, voilà. Et au niveau des performances, facilité de réglage, ça change quelque chose? Au niveau des performances, donc ce que l'on a... l'expérience de nos pilotes, c'est que quand on passe du 30 au 25, il n'y a pas touché le carburateur.
Il n'y a pas de fuite de carburateur, par contre la voiture est un peu moins violente, un peu moins nerveuse, mais il n'y a pas de différence de réglage au niveau du moteur sensible. Et avec le 16? Alors 16, ça, là par contre oui, il faut retoucher. Là, il n'y a pas de problème. Ah, parce qu'il y en a qui disent par exemple que ça fait plus chauffer le moteur à 16%, qu'on tire plus dedans, donc ça le fait plus souffrir. Donc en fin de compte, c'est pas économique de passer à 16. Économique, il est vrai que le carburant va coûter moins cher. Ça c'est vrai. Que le nitrométhane est un des éléments le plus cher du carburant. Le nitrométhane est à peu près sensiblement le même prix que les huiles. Donc c'est vrai que moins on met de nitrométhane, moins on met d'huile, mais meilleur, moins cher est le carburant. Donc on prend un carburant à 30% et un carburant à 7%, il sera moins cher. Alors le rendement du moteur, après ça dépend du taux de compression. Si un moteur a été fait pour tourner avec un taux de nitrométhane de 30% et que l'on passe à 16%, il faudra changer le réglage au niveau des cales et d'épaisseur. Donc il faudra vraisemblablement enlever des cales d'épaisseur pour augmenter le taux de compression. De toute façon, on le voit dans les moteurs modernes, l'une des avancées futures des moteurs à explosion, c'est la variation du taux de compression. On arrive maintenant à faire des moteurs à essence voiture plus performants en consommation que les moteurs diesel en faisant varier le taux de compression. Nous, dans nos moteurs, c'est pareil. Il y a un équilibre entre la quantité de carburant qui est absorbée, le taux de compression du moteur et le taux de nitrométhane. Si on change un des paramètres, il faut en changer un deuxième. Si on change le taux de nitrométhane, il faut changer le taux de compression. C'est mon sentiment en tout cas. D'accord. Ben, je te remercie du temps que tu nous as accordé pour toutes ces explications très techniques. Merci. Merci. Au revoir.